Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir, le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui un monsieur qui participe également à notre émission Dialogue avec la presse. Il s'agit de Raphaël Vaugirard. Et si nous le recevons aujourd'hui, disons de façon spécifique, c'est parce qu'il a écrit un livre dont il va nous parler aujourd'hui. Mais laissez-moi lui donner son titre, parce qu'il adore ça, et puis il est bien normal qu'il adore ça, parce qu'il a quand même bien souffert pour l'obtenir. Nous allons donc passer la parole au docteur Vaugirard. Docteur, comment allez-vous ? Merci, monsieur Larcher, de rappeler... Merci. Écoutez, je veux quand même dire mon état d'esprit, parce que vous rappelez tout le temps que je suis docteur en sciences économiques, ce qui est vrai, je ne l'ai pas trouvé dans une boîte d'homo, je peux vous le dire. Mais mon esprit, c'est de redonner à mon pays ce que le pays a mis en moi, tous les investissements qui ont été faits sur moi, en termes d'éducation, de formation, et puis toutes les personnes qui ont contribué à mon éducation, mes parents, et puis d'autres personnes encore qui m'ont enrichi, qui m'ont aidé à me former. Donc, c'est cet état d'esprit-là que j'ai, c'est restituer à mon pays ce que le pays a investi en moi. Qui êtes-vous, monsieur Vaugirard ? D'où venez-vous ? Bon, je suis Raphaël Vaugirard, je viens du Gros Monde, de mon père, monsieur Jean-Honoré Vaugirard, et de ma mère, mademoiselle Barthélemy Anésia, Justine. Ce sont des gens de très modestes conditions. Très modestes conditions. Mon père faisait la boucherie, le taxi, l'élevage de bovins, ma mère couturière. Et je suis issu d'une famille de 6 enfants. Je suis l'avant-dernier, 3 grandes filles, et puis 3 garçons après, je suis l'avant-dernier. Et donc, j'ai eu un environnement avec 2 tantes qui n'avaient pas d'enfants. Donc, en réalité, j'ai eu pratiquement 3 mères, à savoir ma mère biologique, et puis 2 tantes qui cadraient par derrière. Donc, c'est tout ça qui m'a formé, qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous êtes de quel quartier ? Je suis né au bourg, mais vous savez, au Gaumont, on a tendance au Gaumont à opposer le bourg et les quartiers. Alors que je peux vous dire que le bourg et les quartiers, c'est le même mode de vie. C'est-à-dire, en tout cas pour moi, on a grandi dans l'agriculture, dans l'activité, l'aide aux parents, l'exploitation agricole. Collégien, il me fallait aider mon père qui faisait la boucherie en allant le matin, 3h du matin, tuer le bœuf pour qu'il commence à vendre à 7h du matin. Donc, les gens ont tendance à penser que les gens du bourg, alors on me traite même le bourgeois, parce que je suis né au bourg, alors qu'en réalité, on a vécu la Martinique profonde. On a vécu une vie très dure, parce que lorsqu'on dit exploitation familiale, il faut comprendre exploitation de la famille, pour faire réussir le père, pour qu'il ait les moyens de nourrir sa famille. Quand vous vous leviez collégien, à 3h du matin pour aider votre père, c'était quelle année ? J'étais collégien, j'avais 15 ans, c'est ça les années 69, 70. 1969. Ah oui, il n'y a pas tellement, il y a 50... comme je suis septuagénaire, à l'époque, j'avais 15-16 ans. D'accord. Vous avez donc fait votre collège au Gros Monde. Au Gros Monde, et puis ensuite, le lycée à Fort-de-France, et puis les études en Martinique et à Paris, à Nanterre, Paris 10 Nanterre, où j'ai terminé mon 3e cycle. Et puis je suis revenu, j'ai fait le doctorat en Martinique. Ok. Donc vous avez fait le lycée Schœlcher ? Non, lycée technique. Vous avez fait le lycée technique ? Lycée technique. Pourquoi ? Parce qu'on venait d'ouvrir des sections nouvelles. Sciences économiques, justement. Et c'est le lycée technique qui a ouvert ces sections-là. Alors donc, j'ai été orienté vers le lycée technique. Donc, j'ai eu une formation en sciences économiques depuis la seconde voie. J'ai un bac économique, sciences économiques, et puis j'ai continué dans la même lancée. À l'époque, c'était les professeurs qui orientaient les enfants. Maintenant, c'est les parents qui regardent ce que l'enfant veut faire. À l'époque,
et je rends hommage à celui qui m'a orienté, feu M. Ortolé, monsieur que j'aime beaucoup et qui m'aimait beaucoup et qui nous a encouragé beaucoup, et qui a dit, bon, ce petit garçon-là, je le verrai bien en sciences économiques, en choses de logique sociétale, etc. Ben, il a dit à mes parents, bon, on va y en sciences économiques. Il a dit ça à vos parents? À mes parents, et puis quand vous étiez en quelle classe? J'étais en 3e. Vous étiez en 3e. D'accord. Donc, j'ai dû passer un concours pour être admis en seconde. Il ne faut pas croire que vous sortiez de la 3e et vous entriez tout de suite en seconde. Non, j'ai dû passer un concours, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour qu'on puisse vérifier vos aptitudes pour aller au bac. À l'époque, le bac, c'était extrêmement sélectif. Il y avait par an à peu près 200-250 réussites au bac dans les années 70. Maintenant, comme je le dis tout le temps dans vos émissions, on a 3300. 3300, c'est-à-dire 10 fois plus. Alors, c'est pour vous dire que c'était pas facile. Ça peut vouloir dire aussi que les gens étaient moins scolarisés que maintenant. Non, c'était un autre modèle éducatif. Le modèle éducatif de cette époque, c'était le sélectif. C'est-à-dire qu'on prenait les meilleurs. Et puis, tout ce qui est machin, on vous disait vie active. Vie active, donc, vous allez travailler chez le béquet, aller couper la canne, aller chercher. Et puis, pour les plus chanceux, ils trouvaient un stage dans une entreprise, ils trouvaient un petit métier à côté, mais c'était un modèle extrêmement sélectif. Est-ce qu'il y avait une manière de hiérarchie entre le lycée Schellcher et le lycée technique? Oui, tout à fait. Donc, quand on vous a dit d'aller au lycée technique, est-ce que vous avez senti que... Oui, le lycée Schellcher, enfin, les copains du lycée Schellcher, bon, vous savez, le lycée Schellcher a toujours une espèce de prestige, bon, de celui de former l'élite de la Martinique, tandis que le lycée technique, bon, avec le mot technique, vous voyez bien que c'est tous ceux qui font des choses un peu plus pratiques, quoi. Mais à l'époque, la chance que j'ai eue, c'est que, comme on venait d'ouvrir la section sciences économiques, hein, donc, et puis là, on a vu des copains du lycée Schellcher venir chez nous au lycée technique. D'accord. Est-ce que vous avez donc commencé vos études à l'Institut Vizioz? Oui, tout à fait. Oui. Lycée technique, Institut Vizioz. Pendant combien de temps? Je fais 3-4 ans au lycée, à Vizioz. À l'époque, ce n'était pas encore une université. C'était un institut qui est devenu un centre universitaire dépendant de Bordeaux. Et puis, c'est en 1983, avec Mitterrand, qu'on a bénéficié de la création d'une université pleine et entière. Sous l'action, il faut le dire, de gens comme M. Philippe Saint-Cyr. Feu Philippe Saint-Cyr, c'est un monsieur à qui la Martinique, toute la jeunesse, des générations de Martiniquais doivent beaucoup. C'est un monsieur qui s'est vraiment battu pour l'université et puis pour les études, pour la formation de l'élite martiniquaise. Alors, il y en a d'autres, il y a M. Jean-Claude William, il y a Jean Couzol, d'autres encore, Louis Couzol, toute une génération de gens qui ont promotionné l'université Anti-Guyane à l'époque. Donc, en fait, vous avez commencé vos études en Martinique. En Martinique. Okay. Et ensuite, vous êtes allé à Paris. À Paris. Ou non, à Paris ou à Paris? Oui, à Nanterre. À Nanterre, enfin, ok, Paris 10 Nanterre. Paris 10 Nanterre. Ok. Mais vous étiez largué quand même. C'est-à-dire que vous arriviez de Martinique, forcément avec un niveau plus bas que les autres. Figurez-vous que justement, c'est là que j'étais surpris. Lorsque je l'avais à Paris, effectivement, un petit peu penaud, un petit peu perdu. Mais lorsqu'on commençait à travailler les cours, parce qu'on a les professeurs qui vous soumettent des problématiques, et puis vous devez montrer votre capacité de raisonnement. Je suis étonné de voir que très souvent, les métros, enfin, et puis j'avais aussi des Algériens, Marocains, Tunisiens et Africains, dans la formation que j'avais, qui nous écoutaient. Alors moi, j'étais étonné de voir qu'en fait, on n'avait absolument pas de retard par rapport à ces gens-là. Et il y a même un parmi eux, je donne son nom, Olivier Sudry,
Olivier Sudry, qui passe actuellement comme spécialiste des dom-toms, il est de même pour moi, il était avec nous, mais il ne connaissait rien des Outre-mer à l'époque. Aujourd'hui, c'est Monsieur Outre-mer. D'accord. Donc à l'Institut Visuel, le niveau était pareil que dans n'importe quelle université. Oui, le niveau, lorsqu'on arrive à Paris et qu'on commence derrière les apparences de, vous savez, le le machin, tutu parisien, et qu'on commence à travailler techniquement, la connaissance des théories, la manière de raisonner, tout et tout, eh bien, il n'y a plus personne, n'avait aucun complexe par rapport aux métropolites. D'accord. Vous étiez six enfants? Oui. Qu'est-ce que les autres ont fait dans la vie? Alors, j'ai 3 grandes sœurs, alors 2 enseignantes, une autre puéricultrice, ensuite un grand frère qui a fait la police, et puis un petit frère qui a fait la médecine, qui est médecin. D'accord. Donc, tous les 6 ont, entre guillemets, réussi. On a fait un cursus de formation correct, je dirais. OK. En quoi vos parents sont responsables, entre guillemets, de ça? Alors, oui et non. C'est-à-dire que mes parents, je vous ai dit, ils étaient de conditions très modestes. Bon, c'était pas des cannes, c'était pas des gens, ils ne parlaient pas français bien. Mais ils tenaient à ce quand même que nous apprenions nos leçons, que nous fassions un bon... Et puis le modèle à l'époque. Et je pense que c'est plus l'extérieur qui nous a influencés qu'à l'intérieur de la famille. Le modèle à l'époque, c'était de réussir à l'école. Réussir à l'école. Sinon, même dans la rue, n'importe qui vous disait « Ah, tu peux longtemps, nous pouvons couper comme machin ». Ce qui fait qu'on a eu un conditionnement qui a pallié les insuffisances internes à la famille pour nous conditionner à aller plus loin. Et puis on avait des modèles. Moi, par exemple, j'admirais les grands frères tels que Maurice Burac, Paul Tibion, des gens qui étaient déjà plus âgés que moi, mais qui faisaient des études supérieures. Je me suis dit, j'ai envie de leur ressembler. Donc, je me suis mis je suivais cet exemple-là. Et puis, je l'ai rencontré au sport, puisque j'étais un grand sportif. Je faisais du football, du volleyball, de l'athlétisme, etc. Ce qui explique que ça n'explique rien du tout. Ce qui explique ma tenue actuelle. Non, mais on me le dit, monsieur Larcher. Bon, c'est pas la peine de faire de l'hypocrisie. On me dit, monsieur, vous avez une allure sportive. Je dis, oui, c'est grâce à tout l'investissement que j'ai fait. Et puis des gens, comme je profite pour le dire, Marcel Pourino, monsieur Ogumon, monsieur Sport de Ogumon, il venait demander à mes parents l'autorisation pour m'emmener au football. J'avais 15 ans. Eh bien, mon père dit, ouais, mais il faut que c'est bien avant. Et puis après, il fait football. Voilà comment l'ambiance de cette époque-là, et que je trouvais extrêmement équilibrante, extrêmement encadrée, et puis extrêmement sécurisante pour la jeunesse. C'est pourquoi les gens de ma jeunesse, de ma génération, on ne connaît ni la drogue, ni la délinquance. Enfin, bon, on faisait peut-être un petit machin, on allait manger la canne du béquet, mais sans plus. On était cadré par une société qui était bien sécurisante. Mais la priorité de vos parents, c'était il faut que je te réussisse l'école. Oui, oui, ça oui. Mais ils n'avaient pas la capacité de nous cadrer pour nous dire bon, et refais ton équation là. Non, ils n'est pas capable de faire ça. Parce que à l'époque, les enseignants envoyaient le message aux parents. Et monsieur tel, votre fils ne connaît jamais ses leçons. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors là, inutile de vous dire que votre papa est né en quelle année? Ça vous avez la date de naissance de votre père? 1912. 1912. Et vous savez ce que faisait votre grand-père? Oui, il faisait la boucherie aussi. Et puis, comme je vous ai dit, à l'époque, il est mort, comme j'ai raconté l'autre jour, comme il était alcoolique. Il faisait la boucherie, il était alcoolique, et puis il a participé à un combat la dia, machin, et puis on lui a foutu un mauvais saut, je sais pas, ça l'a déglingué, et puis il est décédé relativement jeune, à peine à 37 ou 40 ans. Ah bon? Ouais. Et ma grand-mère a continué toute seule à élever 6 ou 7 enfants
Hein? Et on m'a même raconté que c'était comme mon grand-père faisait la boucherie. C'est une dame qui était capable d'abattre un bœuf toute seule. Elle faisait tout, depuis l'abattage, d'aller au piquer le bœuf, comme on dit, jusqu'à préparer toutes les tripes, les machins, les pieds, parce que c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, jusqu'à détailler sa viande. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens de caractère dans cette famille. 1848, c'est l'abolition de l'esclavage. Est-ce qu'on peut dire que cette génération de 1848, qui a 20 ans 1848, est-ce que sa priorité, c'était faire en sorte que nous allions à l'école? Que nous allions à l'école, oui, en quelque part, oui. Mais c'était assez diffus, c'était pas clairement dit. Hein, parce que on a eu une société de transition quand même, hein, depuis 1848. Et puis au Gaumont, il faut le dire, on a eu un béquet qui s'appelle M. Courville, qui avait une particularité. C'est que c'est un monsieur qui a fait, en quelque part, ce qu'il veut, hein, une espèce de réforme foncière. Hein, c'est-à-dire qu'il est né en 1902, et j'ai vu il a construit une école. L'école qu'on appelle l'école de filles maintenant, sur les fonds de l'usine. L'usine, il a construit une école. Parce qu'il était maire, j'avais oublié de vous dire. Il est devenu maire avant Mauger, avant Aristide Mauger. Hein, il a construit une école. Il a donné de la terre à des familles. Il a fait des enfants avec des négresses aussi. Il y a un qui a une télé concurrente. Je n'ai rien dit. Donc c'était un monsieur qui avait une politique assez avant-gardiste en tant que béquet, quoi. Et c'est vraiment dommage qu'on n'en ait pas eu plus que ça, parce qu'on aurait une société plus apaisée, moins anti-béquet, avec des affrontements complètement inutiles entre nègres et puis béquet, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Mais ce monsieur-là, il a beaucoup marqué le Gaumont parce que c'était un béquet avant-gardiste. Et c'est tout naturellement qu'il a passé la main à Aristide Mauger en 1957, hein, juste après la création du PPM, puisque Aristide Mauger était un membre fondateur du PPM, beau-frère d'Aimé Césaire. Hein, et donc, il a fait un rassemblement politique avec les socialistes, PPM, communistes, etc. Et ça a donné au Gaumont une allure qu'on a beaucoup de mal à retrouver aujourd'hui. Alors j'ai vu qu'on veut comparer l'actuellement. Écoutez, il ne faut pas rigoler, quoi. Et bon, il y a des comparaisons qu'il ne faut pas faire. Ne faisons pas de politique. Bon, je ne veux pas de politique. Mais j'ai rétabli la vérité quand même, monsieur Larcher. J'ai rétabli la vérité. En toute façon, c'est votre vérité. Oui. Pas forcément la vérité. Non, mais bon, peu importe. Lorsque nos ancêtres ont été libérés de l'esclavage, ils avaient le choix entre essayer de se venger, demander réparation, partir en guerre contre les anciens maîtres. Ce n'est pas la voie qu'ils ont choisie. Est-ce qu'ils ont eu raison? Mais ce ne sont pas les mêmes non plus. Hein. Il faut savoir que tous les 20 ans, il y a une nouvelle génération. Hein. La génération qui naît après 1848, qui n'a pas subi Attends, on peut même parler. Il y a des gens qui ont été libérés en 1848. Oui. Ils naissaient pas, ils avaient 23, 24, 25 ans. Oui. Ils n'ont pas cherché à demander réparation, ils n'ont pas cherché à faire la guerre. Ils se sont éloignés des habitations. Et c'est pourquoi, par manque de main-d'œuvre, la Martinique a fait appel à la main-d'œuvre indienne en 1853. D'accord. Parce qu'ils ont refusé les mêmes qui ont connu 1848 ont refusé, à tel point que, je sais que vous connaissez ça, l'arrêté Guédon de 1852 obligeait les affranchis, enfin les libérés, les esclaves libérés, à retourner chez le béquet, quoi. Hein? On le disait, sinon ils étaient pénalisés par, comme on appelle ça, le délit de vagabondage. C'était des vagabonds. Le vagabondage. On vous oblige, monsieur, sinon on vous met en prison inutilement parce que vous n'avez pas un job chez le béquet. Et à l'époque, c'est comme disent les historiens, les béquets étaient les maîtres incontestables de notre société. En tout cas, ces gens-là, ces générations après 1848,
ont quand même bénéficié de l'école de la République. Alors oui, parce que justement, il y a un élément qu'on a tendance à sous-estimer, c'est la quantité de gens libres, de personnes d'affranchis, des gens issus du mélange entre Béquet et puis c'est bon qui ont donné toute une classe de mulâtres et de gens de couleur qui ont bénéficié de soutien peut-être de Béquet et de reconnaissance, je ne sais pas exactement, mais qui ont pu développer des métiers tels qu'avocats, enseignants, médecins, etc. Et puis, il ne faut pas oublier, le premier lycée à Martinique, c'est à Saint-Pierre. J'ai oublié le nom du Béquet. C'est un député, Huard, en 1880, avant même la loi Ferry. Avant Jules Ferry. Avant Jules Ferry, on avait déjà le lycée de Saint-Pierre. Donc c'est pour vous dire qu'on était très, très avant-gardiste, en tout cas notre élite martiniquaise était très avant-gardiste sur les questions d'éducation, de formation, etc. Et ils ont conditionné toutes les générations venant après, disant « faut que je réussisse l'école, faut que je formé, il faut, pour sortir de la canne et sur la coupe des béquets. » Et vous avez bénéficié de ça quelque part. Écoutez, moi je suis arrivé un siècle après, écoutez, j'ai bénéficié de cet élan social et progressiste, puisqu'on est sorti de l'horreur quand même. Si on a bénéficié de ça, je remercie le ciel. Et vous aussi, monsieur Larcher. Non, attendez, pourquoi vous remerciez le ciel? Non, parce que c'était un souffle. Il faut remercier vos parents. C'était un souffle démocratique, un souffle d'humanisme qui a soufflé, et avec des gens comme Césaire, comme Victor Schellcher, comme plein de gens, tous les abolitionnistes qui ont voulu développer ce qu'on appelle l'émancipation humaine après l'esclavage. Je veux dire que toute cette génération, entre 1848 et 1946, toutes les 20 ans, il y a cette génération, ont toutes eu le même objectif, qu'on le veuille ou non, c'était nous instruire, sortir de la situation où nous étions, et faire de nous l'égal du maître, quelque part, en droit. Non, peut-être pas. Ils pensaient que la seule manière de s'en sortir, c'est... parce qu'il ne faut pas oublier, nos travailleurs là, analphabètes à 90%, 99%. Oui. Analphabètes. Donc, commencer par sortir de là. Voilà, donc apprendre à l'école. Donc, apprendre à lire, à écrire, à compter, et puis se former pour accéder à d'autres niveaux. Je vous ai dit, il y avait une catégorie qui faisait pratiquement un tiers de la population. C'était des gens de couleur, des mulâtres, des affranchis, des ceux-ci, des ceux-là, des gens entre les nègres et les béquets, et qui développaient cet idéal d'une meilleure formation et l'idéal d'émancipation humaine. Et puis ils sont arrivés, les syndicats en 1884, est arrivé, comment ça s'appelle, la Gosilière en fin 19e siècle, qui a créé ce qu'on appelle le socialisme colonial, et qui prônait l'émancipation humaine. D'accord. Ce que je vais vous faire dire, mais vous ne le dites pas, vous allez le dire maintenant, c'est que toute cette génération après 1848 ont réussi quelque chose de magnifique, c'est-à-dire que d'esclaves, c'est-à-dire de choses taillables et corvéables à merci, ont réussi à faire en sorte que nous existions aujourd'hui, quoi. On est sorti de l'eau. Oui. Ils ont fait les bons choix. Ils ont fait, à mon avis, ils n'avaient pas le choix, non. Ils n'avaient pas le choix. Parce que, écoutez, la révolution en 1848, c'était la révolution française. Tout ça, c'est des valeurs républicaines. Liberté, égalité, Jean-Jacques Rousseau, sur le contrat social, sur l'éducation humaine. Donc, il y a un mouvement d'idées. Le siècle des Lumières, c'est pas pour les bonnes, ça a influencé toutes les élites mondiales à cette époque-là. Donc, on n'a pas été épargné par cet élan d'humanisme qui nous a permis de sortir de cette horreur. Je veux dire que les moyens de communication étaient un peu moins performants qu'aujourd'hui. Comme vous me dites, à traverser, ça, peu importe.
ils avaient un choix entre faire la paix avec leurs anciens maîtres ou faire la guerre à leurs anciens maîtres. Demander réparation, demander repartage des terres et partir en guerre. Et puis surtout la vengeance. Après tout ce qu'ils avaient connu en tant qu'esclaves, ils n'ont pas choisi cette voie-là. Ils ont choisi la voie, justement, de l'école républicaine, d'essayer de l'assimilation. De l'assimilation, oui. Bon, je sais que vous tenez à ce mot-là. Non, mais je tiens à ce mot-là parce que c'était le mot qu'ils employaient. Bon, Césaire a été le député qui a demandé l'assimilation. Oui. Il n'a pas demandé autre chose. Donc, je n'ai pas peur de ce mot-là. Et donc, il faut que vous ayez le courage et l'honnêteté de reconnaître le travail de cette génération. Non, parce qu'il ne lui est rendu hommage nulle part. Mais non, mais mon problème avec vous, M. Larcher, c'est qu'on n'a pas la même analyse. Vous avez un problème avec moi? Oui, nous n'avons pas la même analyse. Je pense que moi, je suis persuadé, et je peux vous démontrer que la trajectoire de la communauté martiniquaise, c'est d'abord la liberté du 148, et puis on a la marche vers la légalité en 1945. C'est ce que je vous ai dit. Non, mais non. Et puis maintenant, nous luttons, et on n'a pas complètement gagné, nous luttons pour accéder à la responsabilité. Donc, c'est des valeurs majeures. Redites ce que vous venez de dire là. C'est liberté. Liberté. Oui. Égalité. Mais c'est ce que je vous dis. Donc, ils se sont battus pour être l'égal du maître. Mais c'est en 1945 que les lois... Attendez, monsieur. Les lois d'égalité ont été... Ces gens-là sont partis de la situation d'esclaves et ils ont pris un siècle, un peu moins d'un siècle, pour gagner un combat. Mais un combat qu'ils ont gagné. Parce qu'en 1946, nous sommes bien devenus en droit. L'égal du maître, on est un département français, exactement comme les autres Français. C'est une victoire, oui. Bon, écoutez, c'est une victoire ou c'est pas une victoire? Non, j'ai pas la même analyse que vous. Mais c'est pas une analyse, c'est un fait. Je n'utilise pas votre vocabulaire mais c'est un fait. Il est piégé, votre vocabulaire. Non, en fait... Je préfère utiliser la marche. La marche d'une communauté humaine. Bon, elle a commencé la liberté en 1848. Oui. Ensuite, on a mené une marche vers l'égalité. Oui, on est d'accord. Qui s'est un peu réalisé avec la départementalisation en 1945. Et depuis 1945, nous avons entamé une marche très difficile, très compliquée, qui est la marche vers la responsabilité. Voilà comment moi je comprends la société dans laquelle je suis. Ok. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec vous sur le dernier. Et je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Et j'admets que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Ce que je veux dire, c'est que... Ouais. On a donc fait un livre qui s'appelle « La croissance appauvrissante dans les dom-toms ». Vous cultivez le paradoxe. La croissance... L'oxymore. L'oxymore. Je n'ai pas le droit de dire le paradoxe. Non, si vous voulez. Ça, c'est extraordinaire. Non, mais je vous donne le mot français. Mais le paradoxe est aussi français. Bon, et je trouve beaucoup plus joli que oxymore. C'est la même chose. Bon, vous cultivez, je recommence, vous cultivez le paradoxe. La croissance appauvrissante, une croissance appauvrissante dans les dom-toms. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que... on est en économie là, donc on sort des raisonnements romanesques comme vous venez. Bon, on parle en économie. Bon, la Martinique a été structurée sous la colonisation en tant que terre de production pour répondre aux besoins de la métropole. Mais on n'a pas l'exclusivité de cela. Toutes les îles étaient structurées de la même manière pour répondre aux besoins de leur métropole. Bon. Donc, on produisait pour satisfaire les besoins attendus. D'accord? Bon. C'était ça le modèle. Donc, on avait les plantations. La Martinique qui a 110 000 hectares à 60 000 hectares. Alors, selon les historiens, c'est Édouard de Lépine qui explique ça le mieux. Il a montré que pratiquement toutes les terres cultivables étaient réquisitionnées pour la production de la canne notamment. Non? Mais là, on est déjà en 1920-1930. Bon, mais si vous voulez, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on est passé de cette structuration-là où
le pays avait du mal à créer, à produire pour satisfaire les besoins de la population martiniquaise, de la colonie, si vous voulez. Donc, dès le départ, on produisait pour exporter vers la métropole. Bon, et on ne produisait pas pour consommer. Donc l'activité production locale pour répondre aux besoins de la population était secondaire. C'était pas reconnu en tant que fonction économique. La fonction économique officielle, c'est produire pour exporter. Un point, c'est tout. Hein? Vous avez des commissionnaires, vous avez des gens qui vont... et puis une réglementation, vous avez des textes gouvernementaux qui vous obligent à ne rester que dans cette structuration. Je vous rappelle quand même que dans l'exclusif, on vous dit pas un clou, pas un fer à cheval qui soit fait sur place. Hein. Ça doit être importé de la métropole. Bon. Donc voilà la structuration d'origine de ce pays qui explique qu'on ne pouvait pas avoir une croissance en tant que telle, en tant qu'économie propre. On était une excroissance de la métropole. Et c'est de là que naît le processus de non-croissance et de non-développement, puisque la société ne fonctionne pas pour elle-même. Elle fonctionne pour exporter vers la métropole. D'accord ? Et puis nous sommes passés brutalement de cette structuration-là à une autre. À partir de 1945, on vous dit, bon, maintenant qu'on est dans l'égalité, qu'on a droit à l'égalité des droits, on a droit à des aides, on a droit à des subventions, à des financements de l'État, à des politiques publiques de l'État. La société a été quasiment en moins de 20 ans réorganisée en économie administrée. Administrée, voilà. C'est le mot que vous employez. Eh bien oui, merci. Je vois que vous avez lu, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Économie administrée. Et administrée, et dès 1953, vous vous souvenez, il y a la grève des fonctionnaires métropolitains en Martinique qui réclamaient une prime de vie chère de 40%. Parce que à l'époque, ils sortaient de France, machin, et ils voulaient avoir le top des machines qu'ils ne trouvaient pas sur place. Donc, ils ont demandé 40% de vie chère. À La Réunion, c'était 53%, je crois. Etc. Donc, notre économie a basculé en économie de demande. Puisqu'elle n'est pas structurée pour répondre par des productions internes à la demande locale. Donc, on importe. Et c'est ce modèle-là qui a quoi, 80 ans, hein, alors que la première structuration a 3 siècles. 3 siècles, depuis 1670, l'exclusion de Colbert, c'est 1688, je crois, jusqu'en 1945. C'est produit pour exporter. Et puis, on bascule en moins de 80 ans à il faut maintenant importer pour consommer parce qu'on a une économie administrée. D'accord. C'est ça. Et si on ne part pas de là, on ne va pas comprendre, on ne va rien comprendre dans nos problématiques actuelles. Donc, je suis désolé, mais on a de très bons historiens. M. Armand Nicolas, M. Delépine. Il y a un jeune que j'ai découvert, Céphile, qui est excellent. D'autres encore, M. Bléral, Alain Bléral, des gens comme ça, qui donnent tous les faits, mais ils ne les conceptualisaient pas en termes économiques. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit, bon, eh bien, puisque il faut lire Delépine avec son esprit. Vous connaissez Delépine, il est assez caustique dans son approche. Il vous donne tous les faits, mais il ne donnait pas le mot. Hein. Eh bien, moi, j'ai relu, j'ai réinterprété son ouvrage, notamment la grève de 1935, la marche de la faim, en 1935, sous Fort-de-France, où des travailleurs qui n'avaient pas de quoi manger, qui n'avaient pas de quoi produire, ils ne pouvaient pas même faire planter un concombre, etc., parce que toutes les terres étaient réquisitionnées par le secteur sucrier, où il y avait 2 branches, le sucre et puis le rhum. Alors, si vous voulez, on peut revenir sur cette histoire-là. Alors, qui fait que
tout ce qu'on avait comme résidu de production locale pour répondre aux besoins de la population était complètement réquisitionné. Donc, la population, et les travailleurs qui n'avaient pas, c'était pas les fonctionnaires, hein, c'est des gens qui travaillaient à la journée, au mieux à la semaine. Donc, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils ont fait une marche sur Fort-de-France, hein, pour réclamer du pain. Et ils ont failli être réprimés par les gendarmes. Hein. C'est le maire Victor Sévère. Victor Sévère qui s'est opposé, qui a empêché que les gendarmes ne dispersent de manière violente les travailleurs venus réclamer du pain. D'accord. La pratique quand même... Donc quand on lit votre livre, oui. Vous parlez par exemple du capitalisme colonial. Le capitalisme est le même partout. Je veux dire que si vous regardez la façon de la révolution industrielle en Europe, le capitalisme était cruel aussi. Les mecs qui descendaient dans les mines, là, les mines de charbon, c'était peut-être pire que d'être sur les champs de canne à sucre. Donc il y a... Ah non, c'est pas... Alors, il y a un capitalisme... non, vous avez raison. Il y a le capitalisme en tant que système. C'est quoi le capitalisme? C'est deux choses. C'est la recherche sans moment de profit et puis l'exploitation du travail humain. Dès que vous avez dit ces deux éléments-là, vous êtes dans le capitalisme. Donc, oui, en France, dans les pays européens qui ont connu la révolution industrielle, l'évolution industrielle, c'était quoi? C'était tout simplement passer des métiers manuels à des métiers plus technologiques. Le métier à tisser, la fabrication, les chantiers navals, ensuite sont arrivés le chemin de fer, les locomotives, la machine à vapeur, des choses comme ça, donc qui ont permis que l'on soulage le travail humain et que l'on mécanise le travail humain avec plus de technologie. Tandis que nous. Donc c'était un capitalisme où on voyait le progrès technique, on voyait le progrès scientifique aussi, dans plein de domaines. Mais chez nous, dans le capitalisme colonial, c'était quoi? Eh bien, c'était produire encore plus pour exporter encore plus vers les métropoles, puisqu'on était toutes les îles, tous les pays qu'on dit sous-développés ont été façonnés de cette manière. Hein. Donc ces pays-là n'ont pas pu bénéficier d'une accumulation en interne de processus de création pour satisfaire quelque peu les besoins locaux. Donc, de plus en plus, on était obligé d'importer. Eh bien, de ce déséquilibre naît ce qu'on appelle un appauvrissement. On charrie de l'eau dans un panier. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, des Nambucs arrivent en Martinique en 1635. Oui. Qu'est-ce que la Martinique apporte à la France à ce moment-là? En quoi la... Parce que les mecs comme Christophe Colomb, tout ça, ce qu'ils étaient partis chercher, c'est de l'or. Non, des épices. Des épices, mais aussi de l'or. C'est surtout l'Espagne qui va chercher l'or, et puis le Portugal. D'accord. L'eau de l'Amérique centrale. D'accord. José Maria de Heredia, c'est un Portugais, effectivement. C'est un poète réunionnais. Il est réunionnais? Réunionnais. Ah bon? Oui. José Maria de Heredia. Ah bon, je croyais qu'il était portugais. Mais en tout cas, c'est le fabuleux métal que Sipingu mûrit dans ses mines lointaines. Oui. C'est donc vraiment de l'or que ces gens-là allaient quand même chercher. Bon. Donc, nous donnions des épices en 1635, quand des Nambucs est arrivé. Oui. En quoi nous étions intéressants pour la métropole? Alors, en 1635, bon, c'était encore des Indiens. Oui. C'était encore des Indiens. Et puis, la Martinique était... alors, il faut le dire, je crois que c'est Marc Seyffield qui l'explique très bien. La Martinique appartenait à monsieur comment ça s'appelle, des Nambucs. C'est le propriété privée. Hein. Oui. Propriété privée. Et c'est les Richelieu et compagnie qui ont... je dis, non, on ne va pas vous laisser ça dans vos mains, messieurs. On a créé les compagnies des Indes. Compagnie royale des Indes. Et puis, bon, pour exploiter avec des moyens autrement plus importants, le commerce des épices qui allait très loin, en Inde, partout, bien sûr chez nous aussi. Donc,
Donc, à l'époque, ce n'était pas encore la colonie de production. Hein. Donc, c'est progressivement, lorsqu'ils ont essayé de mettre au travail les Indiens ont dit, ah, non, ça n'a pas fait pour nous. Hein. Et ils ont été génocidés. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit, bon, mais écoutez, il y a un réservoir humain là, en Afrique. Bon, on va aller voir comment on peut faire venir... Attendez. Donc, on est dans les épices. Oui. Okay. On va passer à la canne à sucre. La canne à sucre. Et donc à l'esclavage des nègres, en fait. Oui, tout à fait. Bon. Pourquoi est-ce qu'on passe à la canne à sucre et qu'on ne reste pas aux épices? Bon, alors, parce que dans les besoins des métropoles ont changé. Les métropoles qui étaient des pays ruraux, hein, avec des seigneurs, etc., deviennent de plus en plus des pays urbains. Hein? On a les bourgeois, les commerçants, toute une catégorie. Les villes qui naissent. Et puis toutes les cours des rois, etc., qui adoraient les produits exotiques. Le café, le cacao, n'est-ce pas, c'est Victor, comment ça s'appelle, Georges Sablé, qui explique que, enfin je raconte ça, mais c'est derrière M. Victor Sablé, qui dit que la femme de Louis XIV, une des femmes de Louis XIV, des nombreuses femmes de Louis XIV. Des nombreuses femmes de Louis XIV, à qui Louis XIV avait donné un petit mot, c'est-à-dire un petit arabe, quoi, un petit arabe noir, mot. M-A-U-R-E-S. 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 Ah oui, excusez-moi. Mais, bon, alors, quelques temps après, la lame fait un enfant noir. Et la médecine, à l'époque, s'est dit, ah mais non, c'est pas possible. Une reine ne peut pas faire un noir, c'est impossible. Il n'existait pas la génétique, monsieur. Alors, à cette époque-là, je le dis après monsieur Victor Sablé, donc ne m'accusez pas, monsieur. Hein? Victor Sablé dit que Louis XIV, alors, il a fait appel à des médecins. Les médecins ont dit, c'est parce que la reine a bu trop de chocolat. Hein? C'est parce qu'un a dit, avec du haut de toute sa science, hein? Elle a dû trop regarder le petit mort. Et Louis XIV de dire, mais ce regard-là a dû être drôlement pénétrant. Monsieur Victor Sablé. Bon, dans son ouvrage, Histoire d'un Ça veut dire que Louis XIV n'y croyait pas, quoi. Mais non, lui disait. Il n'avait pas les explications scientifiques. Ouais. Puisque la génétique n'existait pas encore. D'accord. Ouais. OK. Donc, on passe à la canne à sucre. On passe à la canne à sucre. Vers quelle année? Eh bien, 1770. Et alors, c'est pas la France tout seul. Alors, la France imite ses concurrents, que sont le Portugal, l'Espagne et puis l'Angleterre. Bon, qui ont commencé, qui ont découvert ça, plutôt les Portugais. C'est les premiers hein, qui ont pu, vous savez, Magellan et tout, ils ont fait le tour du monde, ils étaient les plus forts en navigation. Oui. Bon, en marine navigation. Donc, lorsqu'ils ont découvert ça, lorsque les Français ont découvert le système avec les Portugais et les Espagnols, ils s'y sont lancés, et les Anglais aussi. Et donc, on a commencé à la fois deux choses, à savoir les trafics de Nord-Africains vers les colonies, et puis d'autre part, l'installation de colons. Et en Monique, on explique très bien comment les colons étaient installés par les gouverneurs. On leur donnait une espèce de tranche de fromage de 52 hectares. Partant de la mer et remontant comme ça. C'est ça qui explique le façonnement d'un certain nombre de communes de chez nous, hein, Carbet, tout ça. Là. On leur dit, bon, vous avez 52 hectares et vous avez 4 ans pour défricher. Si vous ne défrichez pas après 4 ans, le gouverneur reprend les terres. D'accord. Voilà comment... Donc ça a commencé par une colonie de peuplement, quelque chose. En même temps, peuplement, puisque, comme je vous dis, les besoins de la métropole, les besoins des classes dirigeantes de la métropole, c'était les produits exotiques. Hein? Le cacao, le sucre arrivé après, le café, et puis le sucre, et puis après, avec la guerre, c'est l'euro. Bon. Donc, c'est comme ça que, alors pour avoir la main-d'œuvre, parce que c'était des activités extrêmement, on dit ça en anglais, labor intensive. Donc, beaucoup de main-d'œuvre.
Donc, il fallait de la main-d'œuvre. À l'époque, pour défricher 52 ans, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, il fallait de la main-d'œuvre. Donc, ils sont allés chercher des Africains, ils ont fait tout ce trafic triangulaire. On va chercher des Africains. Bon, on leur donne des babioles, ils nous donnent des nègres, on amène les nègres dans les colonies, ils produisent et on leur ramène le sucre. Donc, un système triangulaire qui a caractérisé toute la période coloniale jusqu'en 1840 à peu près. Bon, alors les Anglais sont les premiers à avoir arrêté le trafic des nègres en 1833, je crois. Avec M. Wilberforce. Wilberforce. Ok. À la page 30 de votre livre, vous écrivez que la production agricole d'exportation, il y a un relatif équilibre avec les cultures vivrières locales. C'est ça. Alors, justement, j'expliquais que pour survivre, alors, la fonction fondamentale, c'était de produire pour exporter. Oui. Mais les salaires sont extrêmement bas. Oui. Donc, les travailleurs étaient obligés d'avoir une deuxième activité, c'est-à-dire de faire la production vivrière pour survivre. Pour survivre. Ils faisaient la production vivrière où? Sur quoi? Sur quelle terre? C'est des restes de terre, des délaissés, des pentes de ravines, toutes les plaines, les plaines plates, les secteurs plats, les secteurs facilement exploitables. C'était Mais ça a rapport à ce qu'on appelait les jardins créoles. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et les familles, vu les taux de salaire qui étaient extrêmement bas, ils créaient soit une autoproduction, soit une petite agriculture d'autosubsistance où ils vendaient le surplus. Enfin, je vous donne ça schématiquement pour comprendre comment le modèle fonctionne. Donc, c'est pourquoi il y avait un équilibre entre les latifundices, si vous voulez, les grandes plantations, et puis les petites exploitations qui permettaient la survie des travailleurs et de leurs familles, et puis pour alimenter le marché local. Et c'est là que c'est extrêmement important. Je vous remercie d'avoir posé cette question, c'est que l'erreur que nous avons commise, je dis bien nous, c'est pas la peine de se défausser sur les autres, c'est qu'à aucun moment, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas donné la reconnaissance à ce secteur qu'on appelle le secteur endogène, c'est-à-dire produire pour satisfaire les besoins de la population. Bon, quelque peu. À l'époque, vous savez, c'était extrêmement rudimentaire. C'était pas des steaks tartares et puis des poissons machin. C'était juste de lapin, un cochon, machin, et puis avec un système de solidarité extrêmement fort entre les. C'est pourquoi on a toujours parlé de la solidarité rurale. Et pourquoi ces petites plantations, toutes petites, comparées aux latifundiaires, pourquoi ces petites plantations se sont brusquement mises à faire également, vous l'expliquez dans votre livre, de la canne à sucre et de la banane notamment? Très bien. Voilà, je vois que vous avez lu, ça me fait plaisir. Il faut bien que je lise. Non, mais je vous dis, ça me fait plaisir et j'aimerais qu'on ait d'autres lecteurs. Alors, le problème, c'est qu'il y a un moment de bascule. C'est lorsque la canne à sucre a commencé à chuter. Pourquoi? Par l'arrivée de concurrents. Lorsque le Brésil, lorsque des grands pays, l'Inde, tout ça, se sont mis à faire du sucre. Nous, avec nos 60 petits mille on était tout petits. Bon, donc, et puis, sont arrivées les guerres. 1870, 1914. Dans la ration du combattant, il y a ce qu'on appelle le bol de rhum, enfin, je ne sais pas comment on dit ça, le verre de rhum, pour droguer les premières lignes. On leur donne, dans leur ration quotidienne, donc, on leur donne du rhum. On leur donne du rhum. Donc, la demande le rhum existe déjà chez nous, enfin, dans nos pays, puisque c'est un résidu de sucre, puisque le jus de canne, on arrive à séparer ce qu'on appelle
le jus pour la canne, le vézou pour machin, et puis un reste avec lequel on faisait du rhum. D'accord? La demande de rhum a explosé. Parce qu'il y a la guerre, on a des centaines de milliers de combattants, il faut leur donner du rhum pour les droguer en première ligne. Eh bien, on demande au béquet, messieurs, vous voyez rhum nous? Les commissionnaires, les intermédiaires entre les producteurs, parce qu'il y a toute une catégorie d'intermédiaires qui disent, écoutez, on a besoin de rhum pour la guerre. Donc, on veut... Bon, si vous faites 100 000 hectolitres, nous voulons 200 000. C'est pas 200 000, c'est 500 000. Donc, eh bien, beaucoup d'exploitations qui n'étaient pas très rentables en termes de sucre ont basculé dans le rhum. Et puis, autre chose, et c'est là que votre question est intéressante, c'est que les petits agriculteurs avec qui on avait cédé quelques petits lopins, les restes des ravines, des secteurs difficiles, on leur dit non. Alors on les appelle les colons parcelles, on dit non. C'est quand vous faites. Alors donc, les gars, au lieu de planter les patates, les choux de Chine et puis machin, ils se sont mis à faire de la canne. Et puis plus tard de la banane. Et puis la banane, oui. Ce sont des cultures spéculatives qui rapportent de l'argent. Et puis, qui soulagent le béquet. Parce que la production, c'est le petit colon parcelle qui avec sa famille, exploite un petit terrain de... Même un demi-hectare, il ne faut pas croire que c'est des grandes... on leur demande, même si c'est un demi-hectare, béquet a besoin quand même. Vous voyez quand même. Vous voyez quand même à l'usine. Et puis bon, on négocie assez sommaire. Combien vont nous livrer? Tant. Donc, ça a sacrifié le secteur qui produisait pour satisfaire quelque peu les besoins locaux. Et c'est là qu'il faut... la démonstration magistrale a été faite par Édouard de Lépine pour sa marche contre la faim. Parce que lorsqu'on est passé de 18 000 hectares au début du XXe siècle, à 30 000 hectares plantés en canne. Édouard de Lépine, je cite, les gens n'avaient plus d'endroit pour faire un concombre, pour nourrir une poule ou bien quoi que ce soit. Et en même temps, le béquet n'embauche pas, parce que son activité n'est pas très rentable. Et il est concurrencé par Cuba, Porto Rico, et puis l'Inde, le Brésil, etc. Donc, on a sacrifié ce secteur-là, le secteur qui produisait pour le marché local. Et c'est de là qu'on a libéré des familles rurales qui vivaient de l'alternance entre l'activité de production sucrière et l'activité d'autosubsistance. Et puis ces gens-là descendent sur Fort-de-France. Oui. Et c'est ça qui génère à la fois le mouvement des quartiers populaires sur Fort-de-France, et comme on était dans un boom démographique, à partir des années 40-50, le Bumidum n'a fait qu'accompagner le mouvement. En 1962, on a dit, parce que là, je le dis dans l'ouvrage, on est entré dans un boom démographique où par an naissaient 10 000 Martiniquais. Mais c'était pareil en Guadeloupe, en Réunion, en Guyane. C'était tous les pays sous-développés étaient dans cette phase qu'on appelle la phase de boom démographique. Et puis c'est après qu'on est entré dans ce qu'on appelle la phase de transition, où les taux de naissance ont été baissés. Quand vous parlez du Bumidum, on a l'impression que c'est une manière de piège tendu par la France. Donc il y a des gens ici, il y a des populations, et bien on va la prendre pour qu'elles ne puissent pas être trop nombreuses, pour ne pas être trop revendicatrices. Donc on ne soit pas emmerdé avec eux, on va les prendre et on va les emmener en France. Il y a beaucoup de gens, et j'ai l'impression que c'est un peu votre... Non, pas du tout. Vous avez bien vu le raisonnement que j'ai tenu. Oui. J'ai expliqué que, étant donné qu'on a déstructuré les campagnes, oui. On a déstructuré les campagnes, et en même temps, les familles sont dans un boom démographique. Donc,
Les familles, c'est 7, 8, Non, 10, 15 enfants. De ce fait-là, on fait le baby-dom. Non, mais écoutez mon raisonnement, parce que je me base sur les travaux d'historiens, c'est pas Raphaël Vaugiard qui invente. Lorsque, dans les années 40, 50, les familles, c'est 10, 15 enfants. Je ne sais pas, chez moi, c'était 7, hein. Bon, nous, on était 13. Eh bien, ouais, nous sommes dans le même modèle. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posaient. Premièrement, on n'arrivait pas. Alors, je vous ai dit, les gens descendaient sous Fort-de-France cherchant à se loger, à former les enfants, etc. Et en même temps, il y a eu des événements mondiaux, géopolitiques, si on peut dire. La révolution de Cuba en 1959, la révolution algérienne, on a eu les massacres en Madagascar, etc., etc. Donc, il y a un mouvement de décolonisation qui apparaît dans les années 58-60. Hein? Donc, la force gaulienne, puisque le Gaulle arrive en 1958, avec son premier ministre, M. Debré, réunionnais. Ils se disent, bon, écoutez, il y a un surplus de population là, et en même temps, la force qui sort de la guerre. Ah, c'est ce que j'avais envie de vous entendre dire. C'est ce qu'il faut dire aussi. Non, vous avez raison. Bon, si c'est ce que vous voulez dire, je suis d'accord avec vous. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Moi, on ne dit jamais ça. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Bon, donc, on s'est dit, la force qui a besoin de se reconstruire et puis qui se lance dans une modernisation industrielle. Hein? On a créé le France, on a créé machin, etc. Bon, a besoin de main-d'œuvre. Donc, c'est un général ici qui dit, bon, alors, et c'est là qu'il y a une espèce de conjonction de contexte de difficulté. Difficulté parce qu'il y a des usines qui ferment, difficulté parce qu'il y a un boom de population et qu'on n'arrive pas à réguler. Donc, la régulation ne se fait pas. L'exportation de main-d'œuvre, hein, vers la force qui en avait besoin. Qui en avait besoin. Oui. Absolument. Là, nous sommes d'accord. OK. Concernant l'agriculture, est-ce qu'on peut à la fois vouloir que nos enfants aillent à l'école, s'en sortent, deviennent médecins, avocats, tout ça, professeurs, et en même temps développer l'agriculture? Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? Non, pas du tout. Écoutez, qu'est-ce qui nous empêchait, au lieu de faire les échelles, des trucs d'élite, qu'est-ce qui nous empêchait d'avoir des instituts agronomiques? Qu'est-ce qui nous empêchait d'avoir des centres de recherche alimentaire et de formation de haut niveau en matière agricole? Non, on a fait le choix d'une élite littéraire. Mais attendez, je vous parle moi, de l'agriculteur qui se salit les mains. Oui. C'est-à-dire qui est sous la terre, qui parce que l'ingénieur agro, vous pensez que c'est quelqu'un, un ingénieur agronome, oui. Hein? C'est quelqu'un qui met sa main dans la terre, mais qui sait exactement comment faire pousser telle plante, telle essence, tel produit. Hein? Donc, on a besoin de gens de haut niveau dans ce domaine-là. Et c'est ça le travail français, hein, c'est que depuis la Révolution, la France, c'est un pays où on parle beau français, où on est l'élite littéraire, machin. Et puis, en termes économiques, en termes de production, en termes de technologie, tous ces secteurs-là sont sacrifiés. C'est pourquoi la France actuellement est en grande difficulté, parce qu'elle n'arrive pas à rattraper son retard par rapport à d'autres pays, l'Allemagne, les États-Unis, n'en parlons pas, quant à la Chine, encore pire. Donc, c'est quand même un grand pays, la France. Oui, c'est un très grand pays. C'est un très grand pays. C'est un très grand pays. Bon, en cause avec son histoire, l'on connaît, etc. Mais la France a des faiblesses en termes de développement et en termes d'adaptation au contexte de développement mondial, de la mondialisation, si vous voulez. La France a beaucoup de faiblesses en termes économiques. Vous pensez ça vraiment? Je le pense. Écoutez, la force qui forme beaucoup de mathématiciens, par exemple, beaucoup de physiciens mathématiciens, où est-ce qu'ils vont pour leur formation? En matière de numérique, de roboticiens, des choses comme ça. Où est-ce qu'ils vont? Aux États-Unis, à la Silicon Valley. Alors, ils ne vont pas pour l'instant en Chine,
Mais c'est aux États-Unis qu'ils vont. Hein, vous avez compris? Alors, donc, la France n'arrive pas à prendre le volet technologique et puis recherche et innovation technologique. D'accord. Et en matière d'intelligence artificielle, je sais que vous tenez beaucoup. La France a pris du retard parce que toute sa matière première intellectuelle va aux États-Unis où ils sont bien payés, attirés aussi. Attirés aussi. Et ils trouvent des conditions de vie qui sont plus favorables et puis moins d'impôts, selon ce qu'on dit. Donc, la France, c'est un pays qui n'arrive pas à garder tout son atout en termes de technologie et en termes de ressources humaines. OK. Nous sommes un pays et nous sommes un peuple. Mais institutionnellement, nous sommes une région de la France. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il est sain de parler de nous comme un pays qui n'est pas une région de la France? On parle de notre PIB, on parle de nos importations, on ne parle pas de tout ça, on parle de notre consommation alimentaire. Est-ce que quelqu'un a l'idée de demander à l'Auvergne d'être autonome alimentairement? Non, ni au Languedoc, ni à la Haute-Savoie. Pourquoi on le demande à la Martinique? Monsieur Langer, on ne peut pas faire l'impasse de la géographie, ni de l'histoire. Juste une petite seconde. Ouais. Est-ce que vous êtes au courant qu'on est en France en 8 heures de temps? C'est un peu différent du 19e siècle, quand même. Écoutez, on ne peut pas faire l'impasse de la géographie. On est d'une île, de la Caraïbe, je suis désolé. Moi, par exemple, je vous dis un peu avec l'auteur qui s'appelle Vincent Placoli. C'est quelqu'un qui malheureusement nous a quittés trop jeune, mais il développait un concept pour dire nous, on est du nouveau monde. Oui. Nous, les Caribéens, nous sommes du nouveau monde et nous sommes des Américains. Lorsqu'on dit Américain, ce n'est pas États-Unis de Trump. On est, parce que le mot Amérique, ça a été créé en Espagne. Je trouvais ça tellement dramatique. Ce déterminisme géographique. C'est extraordinaire. Le déterminisme, et on comprend comment il se forme. Écoutez, ce déterminisme se fait par la rencontre historique de civilisations différentes. Donc, je suis désolé, écoutez, lorsque vous mélangez du café et du lait, ça fait café au lait. Non, mais je tiens un raisonnement pour vous faire comprendre. Écoutez, on a d'un côté le lait, bon, supposons que ce soit l'Europe. Hein? Et puis on a l'Afrique, et c'est le café. D'accord? Et puis on mélange les deux. Ça fait café au lait. Je suis désolé, ce n'est ni du café ni du lait. C'est un nouveau produit avec des molécules différentes. Oui. Je suis désolé, c'est une question de logique. D'accord. Ce que je pense, c'est que lorsque les Occidentaux sont arrivés en Amérique centrale et qu'ils ont trouvé que lorsque un chef mourait chez les Mayas ou les Incas, lorsqu'il mourait, on enterrait avec lui toutes les femmes qu'il avait eues, alors qu'elles étaient vivantes, on les enterrait. Eh bien non, je suis désolé, je peux renoncer à cette civilisation-là pour en choisir une. Pas de souci. Et nous, Martiniquais, tout en étant le résultat de mélange, nous pouvons choisir notre camp. Tout en étant dans la Caraïbe, nous pouvons dire, eh bien, nous préférons être Européens que Caribéens, il n'y a aucune raison. Et je suis convaincu que les femmes que vous avez aimées n'ont pas été forcément vos voisines. Non. Ça a peut-être été des femmes très lointaines. Oui. Bon, mais c'est tout ce que je viens de vous dire. Alors, en conclusion, c'est quoi? Votre conclusion, c'est quoi? En conclusion, ce déterminisme caribéen, j'en ai rien à faire. Je vais là où j'ai intérêt à aller. En tout cas, moi, mon raisonnement, c'est de dire qu'on est la synthèse de l'humanité. C'est glissant, ça, bravo. Le tout-monde. Je suis heureux si je suis dans la mouvance de glissant. Écoutez, chez nous, je vous dis, c'est le rendez-vous des civilisations mondiales. On a l'européenne, d'accord, africaine aussi, indienne aussi, et Kalinago, si vous voulez. Donc chez nous, c'est un melting pot. Est-ce que vous pouvez choisir? Quoi, pardon? Vous êtes économiste, d'accord? La France
a eu des problèmes. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il a dû faire un certain nombre de plans quinquennaux, à partir du plan Marshall. À partir de 1946, le plan Monet. Est-ce que nous, Martiniquais, est-ce que c'est pas ça notre voie? C'est-à-dire, pour le développement de cette Martinique-là, de cette partie de la France-là, de faire également des plans de développement. Bon. On n'est pas obligé d'aller en Inde chercher ça, ni dans la CARICOM, nulle part. On fait des plans, nous. Alors, des plans à l'européenne. Si vous lisez l'ouvrage, parce que j'explique, justement, tant pis pour vous, j'explique qu'effectivement, en 1945-46, la France a basculé dans les plans quinquennaux, les plans indicatifs. Bon. S'agissant des dômes, la France avait 3 priorités. Premièrement, c'était élever le niveau de vie. Deuxièmement, la question démographique. Et troisièmement, au niveau des équipements. Bon, c'était ça l'objet des plans quinquennaux. C'était pas le développement. Ah bon? Non. C'était alors juguler la démographie. C'est-à-dire, bon, on est arrivé rapidement à des choses telles que le marché familial, etc., créer des dispensaires, des machins, des choses comme ça, quoi. Hein? Et ensuite, à partir des années 60, le général de Gaulle, qui a fait vraiment des choses que je trouve extraordinaires, c'est premièrement, il a créé la Sahara. Hein? Il a mis un moulin de farine en Guadeloupe et la Sahara chez nous pour satisfaire l'ensemble. Et il a fait une réforme foncière en 1962. Il a fait redistribuer, je ne sais pas exactement le chiffre, à peu près 200 parcelles de 4 hectares. C'est M. Nelly, à qui je rends hommage, c'est un monsieur qui m'a appris beaucoup de choses. Hein? Il était président de la SAFER. Il me racontait ça tout le temps, puisque je travaillais avec lui. Le général de Gaulle a fait redistribuer à peu près 200 parcelles de 4 hectares. De 4 hectares pour des petits agriculteurs. Hein. Malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils se sont lancés dans la production de canne et de bananes. Parce qu'il n'y a pas d'encadrement autre que ça. Et puis, les problématiques avec l'Europe étaient naissantes. Puisque, comme vous le savez, le marché commun, c'est 1957. Et puis, la Martinique, tout ça, n'ont pas bénéficié de ce qu'on appelle la préférence communautaire pour les productions tant de sucre que de bananes. Donc, du coup, nos parlementaires, notamment M. Victor Sablé, comment on l'appelle? Député banane. Voilà. Oui, non, mais d'accord. Je veux dire, si on a fait de la banane, c'est parce que nos planteurs, il leur suffisait de planter de la banane pour gagner de l'argent. Puisque c'était super avec le POSEI. Nous sommes d'accord. C'est normal. Non, nous sommes d'accord. Mais nous, maintenant, la votre génération à vous, qui est économiste, il nous faut vraiment faire un plan de développement pour la Martinique. Comment vous dites c'est ça et puis vous le faites pas? Mais monsieur, c'est de me taquiner, je vous taquine. Moi tout seul, je ne peux pas prendre une feuille blanche et dire, bon, j'écris le plan de développement de la Martinique. Non, par contre, je peux contribuer au débat. D'ailleurs, cet effort-là que j'ai fait, parce qu'il ne faut pas encore, je me suis mis là, mon ordinateur, et puis j'ai dit, bon, je fais un livre. J'ai transpiré. J'ai sué pour... Quand j'ai fait vous avez fait... J'ai sué pour pondre ce petit ouvrage. Alors écoutez, et puis je veux éclairer à la fois les personnes qui se posent la question de la vie chère, mais éclairer aussi ceux qui se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir? Hein? Je pense que, non mais je le dis très, très, très sincèrement, on a des combats à mener, mais d'une clarté exceptionnelle. Il faut qu'on parle des atouts qu'on a. En matière énergétique, par exemple. Je vais vous expliquer. Bon, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va nous arriver? En matière énergétique, moi, j'ai fait l'effort avec des amis qui m'ont conseillé. Je suis à l'énergie solaire chez moi, par exemple. Énergie solaire. Donc, je paye une facture EDF de 160 € tous les 2 mois, à 40-50 € actuellement. Donc, je bénéficie de... Et vous avez fait un investissement de combien? Oui, 10 000 €. 10 000 €. Oui, je suis d'accord. Compter l'amortissement. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, je m'excuse, mais c'est important de dire ça. C'est-à-dire qu'on dit aux gens voltaïque, mais au moment de l'installation, il leur faut trouver l'argent pour faire l'installation. Il faut donc que le gouvernement résolve ce problème. Eh bien, c'est nous qui le vendons, c'est notre projet. On devrait dire, bon, écoutez, on a un atout naturel, qu'est le soleil.
eh bien, on va faire en sorte que 99% des Martiniquais puissent bénéficier d'une énergie gratuite. Je signale que le Chili qui est en Amérique centrale, qui a 3000 km de longueur, est un excédent de production solaire. Un excédent de production solaire ou un fond de l'électricité solaire. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Eh bien, comme vous dites, vous avez tout à fait raison, il faut faire un dispositif avec les fonds européens, les ceci, les cela, toutes les organisations, pour à la fois... Permettre aux plus humbles de s'équiper. Pour que les plus humbles, etc. Et puis, créer un secteur nouveau. Le secteur énergie solaire. Parce qu'il faut entretenir, il faut installer nouveau, il faut réparer, il faut innover, il faut tout le temps faire de la maintenance. Donc, on peut créer, je ne sais pas, X centaines d'emplois. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Bon. Deuxièmement, en matière phytosanitaire. Bon. La France se glousse partout. Oui, c'est grâce aux... La France quoi? La France se glousse. Oh là là, la France se glousse. Non, mais tombez-vous, mais je le dis avec un peu de moquerie. Un peu de moquerie. Écoutez, on se glousse d'avoir les outre-mer où on est qui donnent toute la richesse en termes de biodiversité. En termes de biodiversité. Toutes les molécules des médicaments que l'on invente, c'est chez nous. C'est des recherches qui se font chez nous à partir de nos plantes en Guyane, en Martinique, des hotspots, j'ai cherché le mot, des hotspots en matière de l'UV. Qu'est-ce qui nous empêche parce qu'en fait, c'est pas la force qui va venir de l'extérieur nous dire bon, ben, j'ai envie de mettre un institut de la biodiversité. Non, c'est nous qui pouvons dire bon, écoutez, nous avons cet atout-là, nous voulons un institut, que l'Institut de la biodiversité soit chez nous, pour qu'on puisse avoir nos bacheliers qui se lancent dans la recherche en matière médicale, en matière de biologie, et puis en matière pharmaceutique, et non pas nous laisser, parce que j'écoute mon médecin maintenant, lorsque je lui dis que je prends le goujon gouyave pour lutter contre la diarrhée, il me dit non monsieur, il faut prendre du bio, je ne sais pas quoi. Je dis mais non docteur, moi je prends des bougeons gouyave. Eh bien écoutez, alors que je vous dis, je ne prends pas le médicament du médecin, je le dis. Donc, non, je le dis en matière de lutte contre la diarrhée, j'écoute ce que j'ai appris de mes parents et puis de mon pays. Pour lutter contre la diarrhée, bougeons gouyave. Et c'est radical. Vous êtes d'un égoïsme invraisemblable. Parce que c'est pas tout le monde qui peut cultiver des goyaves à côté de chez lui. Mais on trouve ça, mais non, monsieur. Quand même, on trouve des bougeons goyaves. C'est plus facile d'aller à la pharmacie. C'est ça, tout partout. Alors, écoutez, c'est plus facile. Soyons sérieux. Oui. Je pense que, là encore, c'est nous qui devons dire, nous voulons un développement à partir de cet atout que nous avons, avec la Guadeloupe, la Guyane, et puis même les îles caribéennes. On est d'accord, c'est à vous, à nous de dire au gouvernement ce que nous voulons. Que notre plan de développement, c'est ça. Oui. Et non pas se contenter de demander l'inscription de nos dans la pharmacopée. Non, nous, plus que ça, on veut une filière de développement. Oui. En termes pharmaceutiques, recherche, lutte contre le moustique aussi. Bon, je sais que ça vous amuse, mais on a besoin de ça parce que c'est un problème qui se trouve dans tous les pays les pays tropicaux. On a 3000 bacheliers par an. 3000. Ils partent. Formons un noyau de recherche avec M. Bernard Ayotte, tout ça là, pour qu'on ait un pôle de développement et qui donne des solutions non seulement à nos populations, mais au monde entier. Oui. Puisque c'est un atout mondial que nous avons. C'est ça que je comprends. J'ai besoin de parler de l'anglais, en anglais. Vous ne comprenez pas quoi? Je ne comprends pas que je ne comprenne pas ce qu'il faille faire. Très honnête, vous êtes un homme honnête. Oui, j'espère bien. Je pense. Si vous avez une idée sur une filière pharmaceutique,
que vous rédigez quelque chose de sérieux avec d'autres économistes, des pharmaciens et tout ça, un truc sérieux. Que vous le mettiez sous votre bras, peu importe lequel, droite ou gauche, et que vous alliez voir un ministre français, que vous disiez, voilà ce que nous vous proposons, voilà ce que nous voulons faire en Martinique. Très honnêtement. Est-ce que vous pensez que le ministre vous dira non? Non. Non, je suis d'accord. Donc il faut que nous proposions. Non, mais écoutez, mais c'est pas moi qui vais mettre ça sous mon bois. Non, parce que je n'ai ni l'autorité. Non, mais un député, mais vous donnez un député. D'accord. C'est-à-dire que nos députés pourraient avoir ce genre de mais mission. je suis d'accord avec vous. C'est comme ça que l'on peut s'en sortir. C'est comme ça que Bon, j'ai vu que le plan de développement présenté par la CTM là privilégie les zones franches. Les zones franches. Mais ceci n'empêche pas cela. On peut le faire dans le cadre des zones franches. C'est-à-dire mettre dans une zone franche des organismes, même venant de l'extérieur, de Russie, d'États-Unis, de France, d'Europe, pour qu'on puisse installer ce qu'on appelle une fonctionnalité économique. C'est-à-dire quelque chose qui nous fasse une croissance enrichissante et non pas une croissance appauvrissante. Vous comprenez maintenant pourquoi le terme il a son sens. Il a sa légitimité. C'est pour dénoncer cette absence d'accumulation, de développement au service, non pas seulement de la Martinique, mais de toute l'humanité. Pourquoi pas? C'est vrai. Oui, c'est comme ça que je le vends. Je ne suis pas un pense petit, je suis désolé. Je ne suis pas un pense petit, je pense grand, je pense à l'avenir de toute l'humanité. D'accord. Mais je répète ce que j'ai dit, vous cultivez le paradoxe, parce que vous pensez grand, mais le livre que vous avez fait, c'est un petit livre. Oui. Et j'invite les gens, très honnêtement, à le lire. C'est pas forcément facile à lire, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. C'est pas vrai, mais non, monsieur. J'ai pris mon temps pour faire de la pédagogie, pour expliquer les choses. Et puis... Non, c'est écrit simplement, il n'y a pas de souci. Seulement, c'est vrai que ce n'est pas évident, il y a beaucoup de chiffres. Il faut raisonner. Il faut suivre le raisonnement. Voilà, il faut... C'est pas un roman, quoi. C'est pas un roman. C'est pas nous deux, ou bien je ne sais pas quoi. Donc, c'est un livre extrêmement sérieux que j'ai lu à plusieurs reprises, je crois que j'ai lu 2 fois. Et je pense qu'on y retrouve des choses très, très intéressantes qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Donc, une fois de plus, je vous invite à lire le livre de Raphaël Vaugirard, vous l'avez vu à l'antenne à l'instant, La croissance appauvrissante dans les dom-toms. Et Raphaël Vaugirard a fait un petit livre. Il a condensé un certain nombre de choses très importantes. Et c'est très important d'avoir fait cet effort-là. Oui. Parce que quand on arrive avec un livre où il y a 400 pages, 500 pages et tout, c'est rebutant. Quoi. Alors que là, on le prend, on le lit, on a fini, on le relit, et voilà, ça va très vite. Oui. Et je trouve que c'est une bonne idée. Alors je ne sais pas si vous l'avez fait comme ça parce que c'est une bonne idée ou parce que vous êtes paresseux, mais en tout cas, c'est le résultat. Non, mais monsieur Lanchier, même si c'est 10 feuilles, 10 pages, ça demande du boulot. Ah oui, vous avez une bibliographie extraordinaire. Vous avez vraiment lu beaucoup de gens. Vous faites référence à... Chapeau à nos historiens. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, quand parfois vous émettez une idée, vous dites, elle n'est pas de moi, elle est de cette histoire-là, de l'épine. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Ah oui, ça m'a... Non, parce que je n'ai rien découvert, je n'ai fait que réinterpréter, par exemple. Et puis un autre historien qui m'a vraiment... pour qui j'ai de l'admiration, c'est M. Adélaïde Méland. Il est décédé il y a quelques mois. Mais ce monsieur, il a écrit l'histoire de la grève de 1900 au François. C'est extraordinaire. C'est un vieux livre, mais que je ne veux même pas que les gens le voient. C'est dommage qu'on ne donne pas sur la place publique plus d'importance aux ouvriers qui sont décédés, qui sont morts dans les grèves ouvrières, par exemple, Raynor Ilmani, en 1914. Quand on va voir ce qu'il rappelle, il y a Ilmani et puis Marie-Louise, c'est caché quelque part dans un fond. Il faut vraiment avoir envie d'y aller pour voir. Alors, justement, je voulais revenir sur un point là, parce que c'est extrêmement important. Je vous disais pourquoi c'est important que nous ayons une production solaire qui soit au top niveau mondial. Parce que
savez-vous alors il y a un monsieur, un responsable, qui explique qu'il y a une directive européenne qui recommande pour les pays ultramarins le tout électrique, c'est-à-dire à l'horizon 2035, toutes les voitures devront être électriques. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les taux d'émission CO2, alors, on vous dit 1 kWh produit en France génère 58 grammes de CO2. En Martinique, 840 grammes. En Guadeloupe, 702 grammes. À Mayotte, 780 et en Guyane, 957. Alors donc l'Europe qui est engagée dans la lutte contre le changement climatique dit que, écoutez, ça ne va pas durer éternellement. Donc on a intérêt à imposer, c'est une directive européenne. La France est obligée de transposer dans une loi française la directive européenne, imposant au territoire ultramarin le tout électrique en 2035. Alors, nos députés ont du boulot là. Hein? Bon. Alors, pourquoi je fais ce lien? C'est parce que si on prend la direction, de la production solaire, notamment pour les besoins quotidiens, pour alimenter les ménages et tout, automatiquement, nous diminuons notre taux d'émission de CO2. Bien sûr. Automatiquement. Absolument. Donc, si on ne le fait pas, alors là encore, on va se retrouver avec une Europe qui nous assène avec des réglementations, des pénalités et tout. Non, mais ça, il faut le faire. Mais je vous dis. Donc, il faut faire le lien, il faut que nos représentants soient conscients de ces enjeux nouveaux. Alors, je veux dire, si on parle de solaire, si vous avez chez vous un manguier ou un arbre fruitier quelconque qui attire les chauves-souris, et là, c'est très ennuyeux parce qu'elles viennent, elles bouffent tout ce que vous avez dans l'arbre. Alors, moi, j'ai un manguier avec des chauves-souris qui n'arrêtent pas de venir. Et donc, j'ai mis des lumières solaires. Donc, ça ne me coûte rien du tout. Ça charge pendant la journée. Le soir, ça donne de la lumière. Et je n'ai plus de chauves-souris. Donc, si vous avez des arbres fruitiers, je pense que c'est professionnellement ou pas, vous pouvez les protéger avec de l'énergie solaire. Ça ne vous coûte rien d'autre que l'achat de l'appareil, mais ça s'amortit extrêmement rapidement. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Raphaël Vaugirard. Je rappelle le nom de votre livre, La croissance appauvrissante dans les dom-toms, un livre à lire. Et pourquoi la crise de la vie chère revient? J'ai oublié ça fait partie du titre aussi, c'est vrai. Oui. Pourquoi la crise de la vie chère revient? C'est vrai que dans votre livre, presque tous les conflits sont liés quelque part au manque de moyens d'acheter ce dont on a besoin. C'est donc la vie chère. Oui, donc je vais essayer de voir avec les syndicats. Je suis en contact avec Michel Boissy, je vais essayer de voir Philippe Pierre-Charles pour voir si on peut faire une matinée d'échange, de discussion. Je peux préparer un PowerPoint. Et puis, je ne souhaite pas tirer des millions de ça. Le livre est trop petit pour ça. Mais je souhaite faire cet apport-là pour dire, posons autrement la question de la vie chère et puis la question du développement. Absolument. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel Césaire pour votre excellente réalisation. Merci de nous avoir été fidèles. À bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur. De rien. Je t'ai dit.